Chaque année, des milliers de jeunes Sénégalais passent le BFM. Un examen national décisif pour leur avenir scolaire. Pour certains, la pression est telle qu'ils sont prêts à tout. Le jeudi 17 juillet 2025, dans un centre d'examen à Louga, l'ambiance est tendue. Les candidats planchent sur les épreuves, mais quelque chose cloche. Des gestes suspects, des regards fuyants. Les surveillants décident de fouiller les élèves. Ils découvrent des téléphones portables dissimulés, des oreillettes miniatures, des messages cryptés reçus en temps réel. C'est une fraude massive. 18 candidats sont arrêtés. Interrogés par la police, certains avouent. Un réseau bien organisé les alimentait en réponse. Depuis l'extérieur, quelques heures plus tard, Mbour, un autre coup de filet a lieu. 3 élèves sont pris en flagrant délit de tricherie. Ils avaient caché des téléphones dans leurs vêtements, connectés à des complices chargés de leur transmettre les corrigés. Un 4e complice est interpellé. Une jeune fille qui récupérait les sujets grâce à un surveillant complice, avant de les transmettre à une équipe chargée de trouver les réponses. Les policiers découvrent des preuves accablantes, des conversations WhatsApp, des captures d'écran des épreuves, des messages vocaux détaillant les réponses. Face à l'ampleur du scandale, les autorités prennent une décision radicale. Envisager la reprise des épreuves de mathématiques, de sciences physiques et d'histoire-géographie. Des milliers d'élèves innocents pourraient être contraints de repasser les épreuves à cause de cette fraude organisée. Pour les enquêteurs, l'affaire ne fait que commencer. Les investigations se poursuivent pour identifier tous les complices et démanteler le réseau. Pour ces candidats pris dans l'engrenage de la tricherie, le rêve de réussir l'examen vient de s'effondrer. Ils risquent l'exclusion, des poursuites judiciaires et la honte d'avoir trahi la confiance d'un pays entier. Il s'agit de l'arrestation d'El Hadji Babacar Dioum. Oui, le suspect derrière le fameux pseudonyme Coq Barma. C'est une figure qui est liée à des histoires de cybercriminalité, de chantage en ligne. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser les éléments de preuve. Enfin, ce que les articles rapportent comme preuve. Alors, allons-y. Absolument. C'est une affaire qui soulève beaucoup de questions sur ces pratiques d'extorsion en ligne et sur comment on les combat. Concentrons-nous donc sur ce que disent ces sources, sur les indices qui auraient conduit à cette arrestation. Alors d'abord, l'arrestation en elle-même. D'après ce qu'on lit, ça se serait passé jeudi ou peut-être ce vendredi, à Dakar, dans une résidence apparemment sécurisée, quartier Bourguiba. Mhm. C'est la division spéciale de cybersécurité, la DSC, qui a mené l'opération. Et, détail intéressant, ils étaient appuyés par la BIP, la Brigade d'intervention polyvalente. Oui, et ça c'est important, cet appui de la BIP, c'est sûrement pour éviter toute destruction de preuves potentielles, le matériel informatique, tout ça. C'est ça, il ne faut pas oublier le contexte non plus. Non, tout à fait. Ces enquêteurs, ils étaient sur la piste depuis 2018. Ils traquaient les administrateurs de sites comme ceneporno.com et un autre, babiporno.com. Ou bapiporno, ça dépend un peu des articles. Ah oui, il y a une petite variation là. Oui. Et ces sites, leur commerce, c'était la diffusion de vidéos intimes sans consentement, et souvent ça menait à du chantage. On parle de centaines de victimes, principalement des femmes, avec des conséquences psychologiques terribles. C'est dramatique. Bon, alors venons-en au cœur du sujet. Les preuves mentionnées dans les articles. Qu'est-ce qu'on a concrètement? D'abord, sur le plan matériel. Oui. Les sources disent qu'ils auraient saisi des centaines de vidéos intimes ou en tout cas compromettantes de femmes sénégalaises, trouvées sur l'ordinateur perso du suspect et d'autres supports. C'est pas rien comme découverte physique, ça. Non, effectivement, même à l'heure du tout numérique, saisir du matériel physique, ça reste un élément souvent clé. Et il y a aussi cette histoire comme quoi la police aurait pris le contrôle, même brièvement, d'un des sites biporno ou bapiporno. Encore cette variation. Bah oui, pour y afficher un message officiel, c'est une manière de marquer le coup, de montrer qu'ils sont intervenus directement sur la plateforme. D'accord. Et sur le plan numérique, alors? Parce que là, ça doit être plus technique, j'imagine. Oui, alors là, les articles disent que le suspect, lui, il nierait être Coq Barma. Bon, certaines sources nuancent, il admettrait peut-être la diffusion illégale, mais pas l'identité. D'accord, mais la DSC?
Mais voilà, la DSC, elle, affirmerait avoir des éléments jugés accablants. On parle de quoi? De code d'accès au site, d'identifiants d'administration, d'adresses e-mail qui se recoupent. Ah oui, le genre d'éléments qui peuvent connecter directement une personne. Exactement. Et surtout, un historique de connexion. Des logs qui feraient le lien direct entre El Hadji Babacar Dioum et la gestion de ces plateformes. Ça, techniquement, ça peut être très fort. J'imagine. Bien sûr. Tout ça sous réserve de l'enquête. Évidemment. C'est souvent là que ça se joue dans ces enquêtes. Ces traces numériques, si elles sont bien collectées, bien analysées, elles peuvent être difficiles à réfuter. Mais bon, leur interprétation, leur présentation devant la justice, c'est toujours un défi, technique et juridique. On imagine bien la complexité pour établir un lien irréfutable. Tout à fait. Et il y a un troisième type de preuve qui est mentionné, c'est l'aspect financier. Ah oui, l'argent. Les articles parlent d'importants mouvements de fonds suspects, et le détail qui accroche, c'est que ça serait passé par des canaux très anonymes. Ils parlent de portefeuilles cryptés. Exactement. Et ça, c'est un indicateur classique dans la cybercriminalité financière. Ces portefeuilles cryptés, ils permettent de masquer l'origine, la destination des fonds. C'est très difficile à tracer. Donc ça suggérerait une volonté de cacher des gains. Probablement, oui. Des gains qui pourraient venir de l'extorsion ou de la simple monétisation de ces contenus diffusés illégalement. C'est un schéma qu'on voit souvent. Ok. Donc si on essaie de synthétiser ce que rapportent les sources aujourd'hui, l'enquête s'appuierait sur 3 piliers principaux. C'est un peu ça, oui. D'un côté, la découverte de ce volume énorme de vidéos compromettantes, le matériel physique. Mhm. De l'autre, ces éléments techniques, numériques, les codes, les identifiants, les logs de connexion, qui visent à lier le suspect aux plateformes. Et enfin, ces flux financiers suspects via des méthodes très anonymes, comme les crypto-monnaies peut-être. Voilà. C'est le triptyque classique d'une enquête de cybercriminalité. Le physique, le numérique et le financier. Chaque élément vient, en théorie, renforcer les autres. Mais il faut rester prudent, on est au tout début de ce qui est rapporté par la presse. Oui, absolument. Il faut le redire, notre analyse, elle se base uniquement sur ces articles parus aujourd'hui. L'affaire ne fait que commencer, et bien sûr, la présomption d'innocence reste fondamentale. Tout à fait. Mais ça soulève quand même une réflexion intéressante, je trouve. Au-delà de ce cas précis, c'est comment est-ce qu'on perçoit collectivement la force de ces preuves numériques, surtout dans des affaires aussi sensibles, avant même qu'il y ait un procès. Oui, c'est une vraie question. Et aussi, quels sont les défis réels pour démanteler complètement, durablement ces réseaux qui prospèrent grâce à l'anonymat du web? Exactement. Voilà. Matière à réflexion pour nous tous.